Chers auditeurs et auditrices de RTF, bonjour. Vous écoutez votre émission sur les relations Taïwan-France et ici Clément Tricot. Nous reprenons notre discussion avec la chercheuse Michelle Leung, qui réalise donc une thèse à l'EHESS à l'École des hautes études en sciences sociales, et son travail porte sur les mutations de l'encre, production, usage et esthétique en Asie orientale. Souvenez-vous, elle nous emmène avec elle dans le dernier atelier traditionnel de production d'encre à Taïwan. On reprend l'interview là où on s'était arrêté pour en apprendre un peu plus sur le travail de l'encre et donc la réalisation d'encre à Taïwan. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous rendre sur la page de cette émission pour visualiser le documentaire qu'elle a réalisé à partir d'images d'archives qui étaient d'abord destinées à son travail de recherche. Ça vaut le coup d'œil aussi pour avoir ces images et aussi l'ambiance très intimiste et sonore de cet atelier. On voyait dans le documentaire que tu réalises, tu avais pris des images pour toi des archives avant de faire un documentaire. Mais je me souviens qu'il y a un passage où tu parles des moules, où on voit les moules justement, et tu nous en avais parlé après une présentation de ce documentaire, où tu expliquais qu'ils étaient très anciens et que ces moules, ça venait de l'ancien propriétaire, du fondateur de l'entreprise et de l'atelier. C'était ça, et que du coup ces moules ils étaient précieux et qu'ils avaient et qu'il n'y avait pas énormément de moules pour faire des encres comme ça. Alors la majorité des moules qui sont utilisés dans cet atelier-là, c'est pas le fondateur qui les a eus, c'est son maître qui les a légués. Ah ouais, d'accord, ça va être encore... C'est un maître qui vient de Chine et qui a apporté ces moules et qui les a donnés en héritage. C'est des moules donc, qui ont été créés en Chine dans un bois de grenade. D'accord. Alors qu'au Japon, ils utilisent des bois de poire. Donc c'est pour la souplesse, parce qu'on doit vraiment taper dessus. Donc ils doivent garder la solidité et la souplesse pour pouvoir être manipulés. Ouais, non mais c'est bien, c'est intéressant. Et du coup, là on va pouvoir parler peut-être un peu plus de ton immersion et du documentaire, parce qu'en plus ce qui est génial, c'est que ce documentaire, il est en ligne. Donc ça c'est super, parce que du coup les auditeurs, ils pourront soit le regarder avant ou après d'avoir écouté cette émission. Donc tu as passé, comme tu disais, plusieurs mois avec les personnes de cet atelier. Et donc ce que je voudrais savoir, c'est du coup comment t'en es arrivé à filmer et comment t'en es arrivé à faire un documentaire qui est... il y a un petit côté artistique, hein, ça fait pas de documentaire où on va nous expliquer les étapes, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Je sais pas si t'y pensais à l'époque, mais il y a beaucoup de plans rapprochés, on a une espèce d'intimité, en fait, dans les images, et on se sent un peu faire partie du quotidien simple et banal de l'atelier, mais qui, du coup, est riche et précieux en termes d'images, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce documentaire et, du coup, de son intérêt? Pourquoi partager ça? Oui, alors... Je suis allée là-bas d'abord en observation, parce que je voulais vraiment voir tout le processus technique, et je me suis rendu compte que c'est un artisanat où on ne peut pas forcément tout retranscrire à l'écrit, en tout cas pas à mon niveau à ce moment-là. Les gestes, la texture, etc., il fallait trouver les mots, et j'avais peur surtout de manquer de quelque chose. Donc j'ai vraiment misé sur la vidéo pour ensuite les revoir et comme un support pour l'écrit. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que les images, la transformation de l'encre avait une vraie valeur esthétique. Ouais. Au-delà du beau et de la fascination, les gestes sont difficiles à retranscrire. Donc là, c'est des questions d'anthropologie de la technique, c'est des questions qui se posent aussi dans la recherche de est-ce que le texte est suffisant? Est-ce que dans la dissémination du savoir, dans la visualisation, ça ne peut pas apporter quelque chose de scientifique? Et d'ailleurs, il y a des groupes qui s'intéressent beaucoup à la recherche-création. Donc ça peut peut-être s'inscrire dans cette démarche-là aussi. Et au début, j'en avais pas l'idée d'en faire un film documentaire. C'était vraiment pour moi de tout enregistrer comme je vais pas dire un souvenir, mais en tout cas une valeur scientifique pour moi, pour l'écriture. Et comme j'ai quand même filmé pas mal de scènes, pas que de la production, mais aussi de la vie. Ce qui m'avait intéressé, c'était mon premier terrain et c'était la première fois que je filmais. Vraiment, avant, j'avais pas pris le temps d'expérimenter ça. Donc c'était très brouillon pour ma part, mais je manquais de technique, je manquais de matériel. Donc j'ai fait avec ce que j'aime et finalement, ça donne un résultat qui est sensible et vrai. Donc ils m'ont dit que je pouvais filmer et photographier tout ce que je voulais. Ils m'ont donné champ libre et aussi dans son usage.
Donc Ça, c'est génial quand même qu'on te laisse comme ça être présent dans l'atelier, qu'on te montre les techniques et en plus on te laisse une liberté de filmer et d'usage des images, c'est vraiment génial. oui, oui, parce que leur moyen de se faire connaître et de pérenniser leurs activités, c'est aussi de la visibilité. Donc Ouais, bien ils ont sûr. beaucoup de chaînes télévisées, et, des étudiants qui viennent voir et qui viennent filmer. Mais finalement, de ce que j'ai vu, c'est apporter reportage. Donc moi, j'ai voulu faire quelque chose de plus intimiste, puisque j'avais le temps de rester tous les jours, quand j'avais pas cours, d'être proche d'eux. Et c'est aussi dans cette manière-là que j'ai voulu essayer de m'intégrer à l'équipe. Donc c'était assez compliqué au début, parce que même si visuellement je suis taïwanaise, en tout cas asiatique, pour eux, j'avais quand même l'identité d'une Française et en études. Ouais, bien sûr. Donc il y a une distance qui s'est créée, malgré moi, hein. Et quand je suis arrivée, par exemple, ils disaient «Ah, mais non, c'est trop sale, touche pas à ça, c'est ingrat, ça va te salir, etc.» Mais j'étais pas là pour juger. Et moi, ça m'intéressait, et ça me dérangeait pas du tout de mettre la main dans la cambouille. Donc c'est cette distance-là que j'ai essayé de diminuer en me mêlant à leurs activités, en mimant leurs habitudes, pour leur montrer qu'on n'était pas si différents que ça, et que même si je faisais des études, parce que eux, ils sont en décrochage scolaire, ils n'étaient pas dans les études académiques, je voulais casser cette barrière-là. Et donc j'ai pu filmer pendant 3 mois et demi, parce qu'on devait casser aussi pour les fêtes, et comme dans le film, on voit que la machine est cassée, donc il y a une période de réparation. Et J'ai une question qui peut-être me vient là comme ça. Les encres qu'ils produisent, qui les achète en fait? Et ils les vendent à qui ces encres à Taïwan? Et ça c'est ma première question. Donc c'est à savoir, tu m'as dit qu'il y avait deux types d'encres. Il y a les encres qui servent à l'utilisation courante. Donc ça j'imagine que c'est des artistes, des étudiants, etc. Mais il y a des encres plus précieuses qui sont peut-être destinées. Alors à qui les achète à Taïwan? Qui sont les clients peut-être un peu? Est-ce que tu as pu voir un peu ça? Et la deuxième question c'est aussi, mais je voudrais savoir ce que ton travail de recherche, forcément, ça se focalise pas uniquement qu'à Taïwan. Comme tu me l'as dit, il y a des liens avec la Chine, Taïwan, le Japon, etc. Forcément, les pratiques en Asie, elles se côtoient, elles se mélangent, elles s'influencent. Et je veux savoir ce que Taïwan, ça représente, du coup, dans ton travail de recherche sur l'encre. Et tu me disais que tu vas sûrement essayer de chercher un peu ce qui se passe au Japon. Et du coup, voilà un peu l'importance de Taïwan dans ta recherche. alors, déjà pour les personnes qui en achètent, on m'avait dit, parce que j'ai pas pu suivre non plus tout le processus de vente, etc. Généralement, c'est des universités où il y a des clubs de calligraphie, donc c'est à destination des professeurs et des étudiants. Donc c'est vraiment pour se séparer de l'encre industrielle où on trempe son pinceau et on y va. Pour leur donner une sorte de retour au calme, à un processus plus intime, où on broie l'encre, parce que c'est quand même une expérience sensorielle importante, que Yolène Escande décrit bien dans un de ses bouquins, où on arrive à apaiser l'esprit, à se concentrer, et parfois aussi à enlever tout le stress, et on retrouve de l'énergie dedans. Donc il y a une expérience très philosophique, très esthétique et très physique finalement. Et parmi les clients de Taille au Tumor, ils m'ont dit qu'ils exportaient beaucoup en Chine et beaucoup au Japon. Donc c'est quand même pas mal pour leurs activités, mais je me pose la question aussi, la Chine en produit beaucoup, le Japon produit aussi beaucoup. Pourquoi acheter, pourquoi faire importer finalement? Donc ça, j'ai pas encore pas encore la réponse, pardon. Et donc dans cette circulation-là, Taïwan est importante, puisque bon, aujourd'hui, on n'a plus forcément accès à la Chine pour toute cette recherche-là, à part textuellement. Et sauf que moi, ma démarche, elle est très anthropologique, très... je veux aller sur place, je veux faire des enquêtes de terrain pour voir aujourd'hui comment ça se passe. Donc le Japon reste ouvert. La Corée, idéalement, j'aimerais bien y aller aussi, mais dans le cadre de la thèse, niveau gestion du temps, c'est peut-être pas possible, mais peut-être en post-doctoral, etc. Donc Taïwan, déjà par son histoire, possède énormément d'archives chinoises et japonaises. Et c'est ça que je veux investir là-bas dans mon prochain terrain. Déjà, dans cette entreprise-là, c'est un savoir-faire qui a été transmis par un maître artisan chinois. Ils l'ont remanié à leur manière aussi pour s'adapter aux conditions de production à Taïwan. Notamment, par exemple, le camphre est déjà un produit manufacturé à Taïwan. Donc ça, c'est important. Et par exemple,
dans les ingrédients qu'ils utilisent, ils se revendiquent assez international, mais taïwanais, puisque la suie, il est difficile d'en produire aussi à Taïwan aujourd'hui, par manque de ressources naturelles. Donc ils le font d'importer de l'Allemagne. Le muscle synthétique, ils le font importer de France. Et la colle de peau de bœuf est importée d'Amérique. Donc forcément, ça vient d'un peu partout, ouais. C'est ça. Donc c'est un produit international, mais de fabrication taïwanaise. Et ça, c'est un des arguments qu'ils aiment bien mettre en avant aussi dans leur communication. Et j'ai peut-être une dernière question, parce que là déjà on a beaucoup trop parlé par rapport au temps de l'émission, mais je voudrais te demander ce que ça fait d'être... le fait que tu sois une chercheuse en France, et que tu ailles faire du terrain à Taïwan, etc., qu'est-ce que ça peut apporter, les méthodologies de l'EHESS, le regard que ça peut apporter pour aller étudier un sujet comme ça, comme un sujet à Taïwan, sur l'encre, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, et quel lien t'entretiens avec peut-être les chercheurs qui peut-être étudient un peu ces domaines aussi à Taïwan? J'ai pas encore contacté les chercheurs qui ont travaillé sur Taïwan, j'en ai découvert pas mal et j'aimerais beaucoup prendre contact avec eux, puisqu'apparemment il y a quand même plusieurs chercheurs qui s'y intéressent et qui se rapprochent de ma démarche. Donc pas complètement évidemment, puisque l'interdisciplinarité, c'est un vaste programme à investir. En France, il y a énormément de théories sur l'histoire de l'art et sur l'anthropologie des techniques. Okay. Donc c'est ça que je veux appliquer à un objet à Taïwan, parce que en discutant avec des chercheuses qui se sont intéressées à cette matérialité-là, ils m'ont affirmé qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle, pas de groupe de recherche sur la matérialité des arts, ou des matériaux d'art en Asie. Ne serait-ce que... Non, par exemple, en Occident, on a beaucoup de recherches sur les pigments, sur l'usage, et on s'intéresse beaucoup plus à la pratique artistique. Ouais. Comment, enfin, l'artiste utilise... L'artiste, ouais, la création artistique, etc. Ouais. Oui. Donc, on enlève toute cette partie du génie ou de la création un peu divine, mais sur le choix du matériel pour ça. Et comme en Asie, c'est l'esprit qui prime, il y a très peu Enfin, ça commence, mais il y a très peu de recherche sur la matérialité pure. Okay. Et surtout, les axes que moi, je veux investir, c'est les apports religieux, l'encre de collection comme objet politique, et la circulation du savoir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant de discuter de ce sujet. Je pense que ça va fasciner beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, ne serait-ce que de voir ce documentaire sur l'atelier, que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, tant dans la forme que sur le fond. Et ça donne encore envie de savoir plus sur cette démarche, mais pas uniquement justement comme tu le disais, sur le produit fini et son utilisation, mais aussi sur tout le processus de fabrication, tout ce que ça peut représenter. En tout cas, merci beaucoup, Michel, d'avoir répondu à mes questions pour Radio Taïwan International et cette émission RTF. Merci, Michel. Merci beaucoup, Clément. En tout cas, merci à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de RTF.